Bonjour à toutes et à tous. Pour prolonger notre dossier sur la ville au service du climat, nous allons, dans ce nouveau Café Science, nous poser une question. Peut-on vivre en ville sans énergie fossile et sans uranium aussi, puisque je vous rappelle que 75% de notre électricité, du moins l'électricité que nous produisons, est d'origine nucléaire. Générique. Bon, alors il faut savoir que nos villes produisent aujourd'hui environ les 2 tiers des gaz à effet de serre que nous rejetons dans l'atmosphère. Et ça pourrait s'aggraver évidemment avec l'augmentation de la population urbaine. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire déjà, nous, en tant que citoyens? Et puis est-ce qu'on va pouvoir freiner, voire stopper cette tendance? Ce sont les questions, du moins quelques-unes des questions que nous allons poser dans cette émission à nos invités que je vous présente tout de suite. Bernard Laponche, bonjour. Bonjour. Vous êtes polytechnicien, physicien nucléaire et aujourd'hui vous êtes expert mondial et militant même, on pourrait dire, pour une transition énergétique, notamment à travers les associations Global Chance et Énergie Partagée. C'est bien ça. J'ai envie de vous poser en 2 mots la question. Vivre sans énergie fossile en ville et sans nucléaire, ça vous paraît possible? C'est possible. C'est possible. Très intéressant, ça va nous permettre de pouvoir le développer dans cette émission. Nous avons aussi avec nous Sophie Attali. Bonjour Sophie, vous êtes conseillère en économie d'énergie et fondatrice du guide Top 10 qui nous permet à nous tous, consommateurs, d'essayer justement de consommer moins d'énergie et de nous donner toutes sortes de conseils pratiques. Et vous pensez que c'est possible de vivre en ville sans énergie fossile? C'est possible. C'est possible aussi. Oui. Eh bien, c'est bien parti. Donc, évidemment, vous avez la possibilité, vous aussi, le public et les internautes, de poser vos questions, Anaïs. Et oui, les internautes ont posé leurs questions sur l'espritsorcier.org ainsi que sur la page Facebook et sur le Twitter, #l'espritsorcier. Très bien. Moi, je voudrais quand même, en début d'émission, m'arrêter sur votre parcours, Bernard Laponche, parce qu'il est quand même assez étonnant. Vous avez participé à la création des premières centrales nucléaires, je crois, dans les années 1960. J'ai travaillé au commissariat à l'énergie atomique sur les réacteurs nucléaires, dans les années 60. Dans les années 60, donc c'était la naissance du nucléaire en France. C'était la première étape des centrales, des grandes centrales productrices d'électricité. D'accord. Et ensuite, vous avez dénoncé le nucléaire, notamment à travers un livre qui s'appelait « En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment ». Alors, quelle mouche vous a piqué ou quel atome vous a piqué entre-temps? 40 ans après, quand même. Donc, vous étiez pro-nucléaire et vous êtes devenu anti-nucléaire? J'ai travaillé dans le nucléaire et puis, surtout du fait d'une activité syndicale qui m'a amené à étudier les conditions de travail, la radioactivité, les risques, chose dont je ne m'étais pas occupé jusque-là. Je suis devenu de plus en plus critique par rapport au nucléaire et maintenant je pense qu'effectivement, il vaut mieux s'en passer. Et c'est vraiment la notion de risque du nucléaire qui vous a freiné, vraiment sur... Oui, c'est la notion de risque sous ces 2 aspects. D'une part, les accidents, qui à l'époque ne s'étaient pas passés, mais qui étaient prévisibles d'après les études qu'on pouvait faire, qui se sont passés avec Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Et d'autre part, les déchets radioactifs, qu'on ne savait pas quoi en faire à l'époque, et on continue à ne pas savoir quoi en faire. Et donc, c'est un héritage qui est à peu près du même ordre que le changement climatique. C'est-à-dire quelque chose que l'on lègue à nos successeurs sans savoir du tout qu'est-ce qu'ils pourront en faire. Voilà. D'accord. Je poursuis votre parcours. Dans les années 80, vous avez été directeur de l'AFME, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. On peut dire que c'est un des ancêtres de ce qu'on appelle l'ADEME aujourd'hui, qui est sous la tutelle de l'État. C'est possible d'être antinucléaire et de travailler sous la tutelle de l'État? Eh bien, là aussi, c'est un cas un peu particulier, mais à partir du moment où je travaillais dans une agence chargée des économies d'énergie et des énergies renouvelables, et qui commençait quand même à se développer à cette époque, je ne m'occupais pas de nucléaire en tant que directeur de l'agence. Donc, mais des économies. Voilà, des économies. Et après, professionnellement, et d'ailleurs, je travaillais avec Sophie pendant plusieurs années, on s'est occupé au niveau international de la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire beaucoup l'efficacité énergétique, un peu partout dans le monde. D'accord. En 98-99, vous avez été conseiller technique de Dominique Voynet au ministère de l'Environnement. Vous étiez chargé des questions de sûreté nucléaire et des questions énergétiques. Est-ce que vous aviez les coudées franches pour pouvoir à la fois critiquer le nucléaire et essayer de faire avancer les choses en étant au ministère? Les coudées franches complètement. Les résultats acquis,
discutable. On peut encore les juger aujourd'hui, hein. Oui, mais si vous voulez, les gouvernements français qui se sont succédés depuis 1945, puisqu'avant la question ne se posait pas, ont toujours été pro-nucléaire. Donc travailler avec une ministre qui était critique sur le nucléaire, et moi avec, c'était pas si facile que ça. Pourquoi les gouvernements sont toujours pro-nucléaire? Ah, c'est un grand mystère. C'est parti au départ du fait que le nucléaire civil s'est développé en parallèle et à la suite des programmes militaires. Et alors que dans beaucoup de pays, les choses se sont déconnectées. En France, je pense que c'est resté important. Et en plus, ça vient du fait que la France est un État extrêmement centralisé, avec une classe dirigeante techno-bureaucratique, on pourrait dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une technocratie qui vient de certains domaines et qui fait toujours la promotion du nucléaire? On parle beaucoup des mines, disons les choses clairement. Mais dans notre domaine, effectivement, c'est le corps des mines qui est très important, qui conseille les ministres, qui conseille les premiers ministres, qui conseille les présidents, et qui aujourd'hui est pro-nucléaire. Peut-être qu'un jour il deviendra pro-solaire et il sera aussi insupportable que quand il était pro-nucléaire, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais quand vous étiez avec Dominique Voynet, vous avez réussi à faire avancer un peu les choses sur le nucléaire ou pas? Avec vos idées, vous étiez déjà contre? Mais elle a évité que l'on décide l'EPR à cette époque, ce qui était déjà pas mal. D'accord. On va rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que l'on peut vivre en France sans énergie fossile et sans uranium? Anaïs, on a des questions? Et oui, justement, à ce sujet-là, pour lancer un peu la question, on a une question de Tristan qui nous demande si on arrête les énergies fossiles, est-ce que le climat va arrêter de se réchauffer? Ah, c'est une question pour les climatologues peut-être davantage, mais... Non. La réponse est non. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on arrêtait les émissions, comme il y a eu accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui se sont accumulés de plus en plus, mais surtout depuis le début de la croissance économique très forte après la Seconde Guerre mondiale et après l'arrivée des pays émergents, au niveau actuel, on aurait déjà un certain changement climatique. Parce que le gaz carbonique en particulier, il reste dans l'atmosphère et comme il est en surplus, on atteindrait quand même une certaine augmentation de température. Mais si on arrêtait tout aujourd'hui, cette augmentation serait relativement faible. C'est l'inertie. Il y a une inertie du phénomène de concentration dans l'atmosphère. Par contre, comme il paraît difficile d'arrêter du jour au lendemain, l'enjeu est plutôt d'essayer de les diminuer le plus rapidement possible. Voilà. De votre point de vue? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire quand même. On s'était dit, mais vivre sans énergie fossile, ça doit être une utopie. Et puis, boum, d'un seul coup, un pavé dans la mare qui est tombé il y a quelques jours, quelques semaines. C'est un rapport de l'ADEME qui nous apprend qu'en 2050, la France pourra être parfaitement autonome en énergie renouvelable. On va pouvoir y revenir dans le détail, mais c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Alors, je signale quand même que ce rapport devait être remis ou présenté déjà au printemps dernier, qu'il a dû être mis un petit peu sous le tapis, que Mediapart l'a sorti une première fois, et puis officiellement, là, c'est sorti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Moi, je pense que ce n'est pas le premier rapport qui a dit ça, puisque déjà les scénarios Négawatt avaient déjà montré que c'était assez possible. Mais ça suppose quand même avant de faire beaucoup d'économies d'énergie, puis après de satisfaire une demande donc réduite par des sources qui soient variées. Et pas seulement donc, de l'électricité solaire. Il y a plein de choses à faire, on va dire, mais ça suppose aussi un changement d'organisation de société. Plus de transport public, et c'est pour ça que c'est long, que c'est compliqué à faire, mais il est grand temps que ce genre de rapport sorte officiellement d'un organisme comme l'ADEME. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas un coup de baguette magique, effectivement, va falloir, mais on va en parler tout à l'heure dans l'émission, il va falloir faire attention quand même, faire des économies d'énergie. Votre point de vue sur ce rapport? Il est très intéressant, mais il faut faire attention que c'est 100% à partir des renouvelables pour l'électricité. Pour l'électricité. Voilà, pas pour l'énergie au total. Et en ce sens, le scénario Négawatt est plus complet, mais il n'émane pas d'un organisme officiel. Donc. Mais il est d'abord plus complet et à mon avis mieux fait, plus professionnel, disons. Et lui présente l'ensemble des mesures que l'on peut prendre de façon à ce qu'en 2050, on soit, mettons, à 95% énergie renouvelable. Et c'est plus intéressant parce que c'est sur l'ensemble... Plus complet, sur l'ensemble des énergies. Secteurs. Oui, sur l'ensemble des secteurs. Parce que l'important, si vous voulez, c'est de raisonner
c'est de partir de la consommation, parce qu'on parle renouvelable par rapport aux fossiles. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on consomme. Et dans une ville, par exemple, les deux grands secteurs de transport, pour une ville assez grande, les deux grands secteurs de consommation, c'est d'une part les transports, ce qui pose la question de toute la consommation des produits pétroliers. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur les transports, à la fois du point de vue du système de transport et du point de vue de l'énergie qui permet ces transports. Et deuxièmement, c'est les bâtiments résidentiels, là où les gens habitent, et tertiaires. Et là, vous avez deux grands problèmes, le problème de la chaleur, grosso modo, et de l'eau chaude, et le problème de l'électricité. Voilà. Et donc, ça va être d'abord les actions sur ces secteurs et sur ces usages qui vont permettre petit à petit d'introduire les énergies renouvelables. D'accord. Mais je reste encore un petit peu sur ce rapport de l'ADEME, parce que là où il bouscule réellement les choses, c'est quand il parle du coût. C'est-à-dire qu'il arrive à la conclusion qu'en 2050, on pourra avoir un coût du mégawatt-heure à 119 € contre 117 € d'après les prévisions gouvernementales, notamment avec 40% simplement d'énergie renouvelable. Je crois que c'est ça, hein, et le reste en nucléaire. Donc on est, allez, on va dire, quasiment dans les mêmes coûts. Donc ça détrône un petit peu l'industrie du nucléaire, non? On est de plus en plus sur le plan des coûts, à l'avantage des renouvelables. J'ai fait une comparaison très récente en prenant les États-Unis, parce qu'il faut prendre un pays, parce que si vous comparez les coûts en France, il y a des problèmes de taxes, de conditions, tandis que là, il y a un tableau complet qui a été donné en 2015 par un fonds d'investissement. Donc les fonds d'investissement, ils s'en foutent des autres questions. Ce qui les intéresse, c'est le coût. Eh bien, ce qui arrive en tête, c'est les économies d'électricité. Ça veut dire que économiser 1 kWh d'électricité dans une certaine marge, et Sophie pourra élaborer là-dessus, c'est moins cher que de la produire, quel que soit le système de production. Donc on a déjà un très gros potentiel de réduction des consommations. Deuxièmement, c'est l'éolien terrestre, le coût du mégawattheure. Ensuite vient le photovoltaïque, qui baisse à une allure extraordinaire dans le monde entier. Parce que les cellules photovoltaïques coûtent moins cher à produire? Tous les cellules photovoltaïques, le montage plus automatique, etc. Donc on arrive à des prix du photovoltaïque qui actuellement sont au niveau du coût du nucléaire actuel et très inférieurs au coût du nucléaire futur. Ah oui. Et c'est pareil, ça sera pareil en France. Donc sur le plan des coûts, ce qui est nouveau, si vous voulez, il y a 10 ans, on ne pouvait pas dire ça. On pouvait dire, bon, ben, le nucléaire et les productions fossiles, c'est quand même le moins cher. Aujourd'hui, l'éolien et le photovoltaïque, l'éolien terrestre et le photovoltaïque deviennent moins chers que les énergies concurrentes pour la production d'électricité. Je comparais là au sein de la production d'électricité. Donc ça renforce les résultats du rapport ADEME. De l'ADEME. D'ailleurs, c'est qu'effectivement, techniquement et économiquement, on peut y arriver. Faire la production d'électricité d'origine renouvelable. D'accord. Je précise que le rapport de l'ADEME nous dit pour notre autonomie en énergie renouvelable, c'est 63% d'éolien, 17% de solaire, 13% d'hydraulique et 7% de géothermie et thermique renouvelable. On a quand même un bon potentiel en éolien. Oui. On peut en... Non, mais les proportions dépendront aussi des coûts. Donc les coûts d'ici 2050, ça peut évoluer. Actuellement, ce qui baisse le plus, c'est le photovoltaïque. D'accord. Alors, Anaïs. Oui, sur Internet, on a eu plusieurs questions concernant l'éolien, le solaire, le photovoltaïque, et en particulier sur le bilan carbone de ces énergies-là. Quentin et Mélanie, entre autres, se sont posé des questions sur le bilan carbone de la fabrication de ces moyens de produire de l'énergie, du recyclage, ainsi qu'au final, le bilan carbone, si l'on prend l'ensemble du processus de la fabrication jusqu'au démantèlement de ces installations. Est-ce que vous avez des réponses là-dessus ? Voilà oui, sur les histoires sur les questions de bilan carbone, c'est en gros l'émission, cette fois-ci, on compte de gaz carbonique qui est liée à la production
d'un kilowattheure par cette énergie, en tenant compte justement de ce qui a été consommé pour la construction et pour les différents trucs que vous avez dit. Alors en fait, il y a une très grande différence entre d'une part les énergies fossiles, mais même entre elles, elles sont différentes. En gros, si vous consultez le livre de Benjamin Dessus, là, qui est récent sur déchiffrer l'énergie, il donne ce tableau de différentes. Pour le charbon, c'est à peu près 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour les produits pétroliers, mais on n'utilise plus tellement les produits pétroliers pour l'électricité, mais dans certains pays c'est le cas, c'est à peu près 850. Pour le gaz naturel, les centrales actuelles, c'est autour de 400-450, et les plus performantes, c'est 350. Et après, vous avez la famille, le nucléaire est autour, mais c'est une moyenne, parce que ça peut varier beaucoup selon où sont les mines d'uranium, quelles sont les usines, sur quoi elles consomment, etc. C'est à peu près 60. Et les énergies renouvelables, éolien, hydraulique et solaire, c'est entre 10 et 20, quoi. Voilà, à peu près. D'accord, donc on arrive parfaitement à faire le bilan carbone aujourd'hui. Non mais je veux dire, si on fabrique des cellules photovoltaïques dans des usines qui ont besoin de brûler du charbon, dans certains pays... Ça fera 30 au lieu de 15, quoi. D'accord. Non, mais parce que la quantité... Il faut quand même voir que ces trucs sont faits pour produire de l'énergie. Donc si la matière première est gratuite, c'est-à-dire le soleil, tout le reste est quand même favorable. D'accord. Bon, alors, ce que je disais tout à l'heure, on va venir quand même aux économies. Tout ça, c'est un scénario. Il serait possible d'avoir que de l'énergie renouvelable en 2050. Mais faites-nous un petit point sur notre consommation énergétique aujourd'hui. Elle augmente, elle augmente, elle augmente ? Elle augmente, oui, au moins dans les bâtiments résidentiels, c'est-à-dire chez les gens, ça augmente continuellement depuis 20 ans. Alors même que si on prend les appareils les uns séparément des autres, un frigo, un lave-linge, ça a fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire qu'un frigo aujourd'hui, ça consomme moitié moins, voire 60% moins qu'il y a 20 ans. Donc individuellement, ils ont fait beaucoup de progrès grâce aux réglementations, parce que s'il n'y avait pas de réglementation, il ne se passerait rien. Mais malheureusement, ça continue à augmenter parce qu'on s'équipe de plus en plus. Parce qu'on a plus de téléphones portables en charge la nuit, parce qu'on laisse... C'est surtout des non mais je ne sais pas, c'est sur quel poste. C'est plutôt des télés, voilà, on a 2-3 télés, elles sont beaucoup plus grandes qu'avant, par exemple, elles sont plus lumineuses aussi, donc du coup ça fait augmenter les consommations. On a des consoles de jeux, on a des tas d'appareils, on a tous un ordinateur, une imprimante et des choses comme ça qui n'existaient pas il y a 20 ans dans nos maisons. Et on est plusieurs par maison, chacun a son ordinateur, etc. Donc ça fait que la consommation par ménage continue à augmenter. Mais l'électricité, on est d'accord, hein, pour le moment on est sur l'électricité. Mais il n'y a pas de sensibilisation, suffisamment de sensibilisation du public à ça. Pourtant, on n'arrête pas de parler des questions d'environnement. Il n'y en a pas assez, on va dire, parce que c'est un thème qu'il faudra aborder tous les jours. Et quand on parle de la demande d'énergie, c'est compliqué parce qu'on est des millions et il faudrait que je vous convainque tous séparément, vous, comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile. Heureusement, vous n'achetez pas un produit qui consomme de l'électricité chaque jour, mais il faudrait que le jour où vous allez en acheter un, vous ayez l'information disponible pour vous aider à faire le bon choix. Alors, vous qui donnez des conseils aux consommateurs, comment vous faites chez vous ? Vous avez bien un téléphone portable que vous devez recharger, un ordinateur ? Oui, le téléphone portable, c'est pas si grave que ça. Vous ne jouez pas à la console ? Non, je ne joue pas à la console. J'ai des prises multiples, voilà, ça serait difficile. J'ai des prises multiples que je débranche la nuit ou quand je sors de chez moi, parce que les consommations en veille, ça peut facilement faire 50 à 100 € sur une facture d'électricité annuelle, par exemple. Je choisis mes appareils électroménagers de la meilleure classe possible sur l'étiquette énergie. Et vous nous aidez, hein, vous avez un site, le Top 10. Pour ça, voilà, c'est le guide top10.fr, où là, on liste les appareils les plus économes en ce moment sur le marché. Vous êtes un peu le Darty, vous comparez. C'est plus que Darty, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez acheter un frigo, il y a 3000 références en France qui sont disponibles. Donc nous, on fait une étude que les consommateurs ne peuvent pas faire individuellement, c'est-à-dire qu'on regarde ces 3000 références et on sélectionne les 150 qui sont les plus économes en énergie maintenant. Et il y a vraiment une différence, c'est-à-dire que sur 15 ans, parce que votre frigo, il va rester branché 24 heures sur 24 pendant au moins 15 ans, on va dire, la différence en électricité pendant ces 15 ans, ça va du simple au double, parfois même au triple, alors que c'est le même service. Et on devrait en être conscient parce que ça touche directement notre porte-monnaie. Je pense que le réfrigérateur, c'est l'un des appareils électroménagers qui consomment le plus dans une maison, non ? Ça consommait, disons qu'il y a 20 ans, ça consommait un tiers à peu près, le froid c'était un tiers, maintenant c'est passé à 15%, donc il y a quand même eu des progrès. Ah oui, mais il y a d'autres postes qui montent, parce qu'avant par exemple on s'équipe en sèche-linge, et les sèche-linges ça consomme plus qu'un frigo. Au tout début, les machines à expresso, ça consommait plus qu'un frigo.
Ah oui. Ben oui, parce que l'éveil... Donc on est encore dans le phénomène de mode qui fait on ne fait pas attention. Voilà, l'éveil était très mal paramétré, donc on ne faisait pas du tout attention à ça. Maintenant qu'on a mené la bataille au niveau européen, les veilles sont mieux faites et du coup, ça y est, ça consomme beaucoup moins. Mais toutes celles qui ont été vendues il y a 5-10 ans consomment autant qu'un frigo. Donc si vous avez une vieille machine à expresso, débranchez-la quand vous ne vous en servez pas. D'accord, merci pour le conseil. Voilà. Je bois pas de café. Non, les neuves, ça va mieux, elles Mais passent vous me les automatiquement, bon. automatiquement en veille très très Elles basse. se mettent en veille toutes seules. Oui, c'est obligatoire maintenant. D'accord, et donc quand ça rentre en veille, quand mon ordinateur rentre en veille, il consomme moins. Il consomme moins pour votre ordinateur. Alors là, il ne faut pas confondre que le moniteur passe en veille ou vraiment en veille profonde. Donc il vaut mieux éteindre. Maintenant, les ordinateurs supportent très bien les extinctions et le fait qu'on les éteigne, qu'on les rallume. Il n'y a plus de problème de casse comme il y a pu y en avoir il y a 20 ans. Donc il vaut mieux éteindre son ordinateur quand on sort, quand on va manger. Non, vous faites pas ça, vous. J'arrête pas à regarder, moi j'ai même pas d'ordinateur, j'ai des feuilles. D'accord, alors ça va. Pas écologique, vous allez me dire. Non, mais ça joue énormément parce que si vous regardez la consommation d'électricité en France, beaucoup de gens pensent, et d'ailleurs on entretient cette idée, que cette électricité est indispensable pour l'industrie. C'est vraiment le premier réflexe. Pour l'industrie dans la consommation d'électricité, en France, c'est moins de 30%. Les transports. Alors, Le TGV, les métros, les tramways, tout RER, tout ce qui est électrique, 3%. 3% seulement. Et oui. Et tout le reste, c'est la consommation d'électricité dans le résidentiel et tertiaire. C'est nous. Donc les 2 tiers. Et les entreprises. Les bureaux, alors y compris les entreprises, et les banques, les machins, les trucs, les commerces, les bureaux, les commerces, le tertiaire et le résidentiel. Et là-dedans, dans ces bâtiments, à peu près presque les 2 tiers de la consommation, c'est ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est-à-dire les usages qui ne peuvent pas être remplis, tout au moins actuellement, par autre chose que l'électricité, l'éclairage, Oui. l'électroménager, l'audiovisuel, l'informatique, la climatisation. Voilà. Donc on est des consommateurs potentiellement toujours plus... on peut toujours consommer plus d'électricité. Et donc acteurs possibles sur la moitié de la consommation du pays. Ok. Est-ce que vous avez un chiffre? La consommation d'électricité en France, elle augmente de combien chaque année? Au moment, elle est stable à peu près. Elle est stable? Elle a augmenté entre 1973, choc pétrolier, et 2004. C'est une droite. Chut. D'accord. Et puis depuis 2004 jusqu'en 2014, c'est à peu près plat. Probablement ça le restera. Alors il y a eu un effet, il y a un certain effet lié, qu'on peut dire lié à la crise économique, mais il commence à y avoir un effet lié aux efforts de Sophie, c'est-à-dire que... Bravo Sophie, merci pour la France. Enfin, vous en tout cas et l'ensemble des associations de consommateurs qui essayent d'éveiller un peu donc, notre il y a intérêt. une certaine stabilisation et où on sent déjà l'effet du facteur efficacité énergétique. D'accord. Donc on peut agir, mais c'est la moitié. Vous voyez, C'est bien, on fait des progrès quand même, c'est encourageant, hein. On Non, peut y arriver. On peut y On peut y arriver, ça fait peut-être pas plaisir à EDF, mais c'est bien. Je me souviens avoir fait un C'est pas sorcier il y a quelques années chez EDF et dans la centrale nucléaire, on me disait on est tranquille parce que finalement chaque année ça augmente de 5% et on n'a rien à faire. Et c'est fini. C'est fini ça. À ce sujet-là, on a eu une question d'un internaute, Jean-Baptiste, qui nous a demandé s'il est possible à Paris d'installer un panneau solaire sur sa terrasse ou sur son balcon. Ah bah oui, parce qu'on parle des villes, donc... Ah, justement, venons au sujet des villes. Oui. Par rapport à la question du photovoltaïque sur le toit, ça dépend beaucoup du type d'habitat. En ville, en général, c'est des immeubles, c'est des copropriétés, donc il faut l'accord de la copropriété, parce que c'est sur le toit qui appartient à la copropriété. Et puis, il y a dans une ville comme Paris, par exemple, il y a des contraintes architecturales telles que pratiquement c'est très difficile. Si par contre, vous avez une maison à la campagne, c'est beaucoup plus facile. Mais ça rejoint la question précédente. À mon avis, il faut toujours avoir un conseil, soit d'un espace info-énergie, soit de l'ADEME, soit d'une association locale, parce qu'effectivement, c'est l'idéal pour arnaquer les gens. Vous arrivez, vous dites c'est formidable, vous mettez votre truc, vous le voyez, etc. Donc il faut quand même prendre ces précautions. Alors en ville, bon, ben, si vous avez une maison isolée, vous pouvez faire pareil, Ouais. mais je pense qu'actuellement,
dans une ville comme Paris, le potentiel et le coût des économies d'électricité, c'est-à-dire réduction de la demande, est bien inférieur au coût d'installation photovoltaïque. Mais on peut les trouver où dans une ville, que ce soit Paris ou n'importe quelle ville, on peut les trouver où, les économies sur l'électricité par exemple? Justement. C'est très joli la Défense quand on passe le soir parce que tout est illuminé, mais tout justement est éclairé. Ils ont fait la mairie de Paris a fait 2 ponts à Paris où elle a refait l'électricité, économie d'électricité 80%. 80% d'économies d'électricité sur L'éclairage du pont. grâce au LED, tout simplement. Donc, si on général, alors vous avez, dans le résidentiel et tertiaire dont j'ai parlé, il y a l'éclairage public qui est inclus, puisqu'il faut bien le mettre quelque part. Mais sur l'éclairage public, vous pouvez gagner 50% sans problème. Grâce aux nouvelles technologies, grâce au LED, grâce à... Et c'est une histoire que je raconte toujours qui n'a rien à voir avec la France, mais si vous prenez la boîte qui s'appelle Rexel, qui vend c'est le plus grand grossiste mondial ou le numéro 2 sur les appareils électriques, qui consomment tous les appareils nécessaires pour les électriciens et tout ça. Et donc ils font un système, ils s'adressent au grand tertiaire, les supermarchés, un aéroport, etc. Et ils leur disent, écoutez, je m'occupe de tout, de toute votre électricité, Oui. je tends tout ce que je veux, etc. Et vous me payez sur les économies réalisées, avec évidemment un bénéfice pour eux. Mais ils ont fait c'est dans leur rapport d'activité, c'est trop drôle, le casino de Cincinnati. Le casino de Cincinnati, on ne croirait pas, mais c'est une tour de la Défense. Eh bien, ils ont fait 80% d'économie d'électricité avec un temps de retour de 2 ans. Voilà. Alors, ça commence à se généraliser, mais assez lentement en France, par ces grosses boîtes, justement. D'accord, qui se payent finalement sur les économies. Ben oui, qui se payent sur les économies. Alors, pour le particulier, c'est plus compliqué, parce que ça fait beaucoup de clients disséminés. Oui. Donc la meilleure chose, c'est que le particulier lui-même fasse déjà un certain nombre d'efforts. Oui. Mais vous pouvez aussi avoir des programmes sur un arrondissement, ou sur un quartier, ou sur une branche professionnelle, de façon à appliquer les mêmes méthodes, avec des gains sur les achats. Vous achetez 100 réfrigérateurs, c'est moins cher que chacun achète un réfrigérateur performant. Donc il y a plein de techniques à mettre, des techniques au sens de méthode plutôt, à mettre en œuvre pour réduire cette fameuse consommation d'électricité, qui n'est quand même qu'une partie des dépenses d'énergie d'une ville. Oui, mais peut-être que le frein pour les particuliers, c'est que ça représente quand même un investissement à chaque fois, c'est-à-dire à investir dans du nouveau matériel électrique. Pas toujours, parce qu'il faut regarder le coût total. C'est-à-dire qu'en général, quand on achète un appareil, on regarde son coût d'achat et on ne se rend pas compte que ça va consommer pendant 15 ans une fois que c'est branché chez soi. On n'a pas de visibilité là-dessus. On a une visibilité parce qu'on a quand même des étiquettes énergie qui sont une réglementation européenne qui vous disent combien ça va consommer par an. Donc après, il faut faire une petite multiplication. Et nous, sur notre site internet guidetop10.fr, on fait ce calcul pour vous et on compare aussi à des appareils qui ne sont pas très économes et qui sont pourtant disponibles. Donc si vous ne faites pas gaffe au moment d'acheter, vous pouvez acheter un appareil qui consomme 3 fois plus qu'un autre. Donc c'est ce genre d'information, il faut prendre en compte le coût total. Ça, c'est la première chose. Donc la plupart du temps, c'est rentable, sur 15 ans. Oui. Parfois, ça n'est pas rentable. Sur 15 ans? Sur 10 ans, sur la durée de vie. Oui. Mais c'est toujours bon pour la planète. C'est 30 ans. Voilà, c'est ça. Tout est relatif. Oui, mais c'est... Et c'est toujours bon pour la planète. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si pour le porte-monnaie, c'est neutre, on peut considérer que ça vaut quand même le coup d'acheter une ampoule LED qui est un peu plus chère, mais qui va faire des économies et qu'on récupère sa mise ou pas, c'est pas si grave parce qu'après tout, ça ne génère pas plus de kilowattheures et donc des pollutions associées que nécessaire. D'accord. Électricité encore? Oui, on a une petite question dans le Après, public. on va passer aux autres sources d'énergie. L'électricité, c'est quand même beaucoup. Hein. 25%. 25%. Bon, alors il nous reste 75% pour les autres. Okay. On a une petite question de Clément concernant les ressources nécessaires pour fabriquer ces nouvelles technologies. Alors, oui, je pensais notamment au fait que les panneaux photovoltaïques ou tous les dispositifs qui permettent de produire ou d'économiser de l'électricité consomment à la fin toujours des métaux rares, des terres rares, des différents matériaux qui vont devenir des ressources stratégiques à l'échelle de la planète. Est-ce qu'on n'a pas finalement un conflit d'intérêts entre des logiques d'exploitation des terres, d'exploitation du territoire et des ressources naturelles, et finalement une vocation environnementale qui va rentrer en contradiction à terme?
entre ces deux logiques-là. Des logiques de ressources qui sont peu disponibles, peut-être encore même moins que les hydrocarbures finalement, et le fait que leur exploitation va devenir de plus en plus difficile, donc de plus en plus énergivore. Vous avez une réponse? C'est sûr que ça pose un problème, il faut qu'on se pose la question. Moi, je serais un peu plus optimiste parce que, par exemple, pour les téléviseurs, là, on est en train de passer à des OLED, par exemple, c'est la future génération, qui sera sans doute moins consommatrice de terres rares, etc. Donc, la recherche avance aussi sur ce terrain-là. Donc, je serais moins pessimiste sur ces questions. Et de toute façon, tout ce qu'on produit est une atteinte à l'environnement. Donc après, il y a un problème aussi qui nous concerne, nous. C'est-à-dire que quand on veut changer d'ordinateur tous les 2 ans parce qu'on veut avoir le dernier modèle, c'est ça qui n'est pas durable. C'est pas tellement... L'ordinateur, il peut durer 10 ans. Bien et sûr. s'il a quelques grammes, ou je sais même des microgrammes de terres rares et de produits très polluants ou très compliqués à extraire ou avec des enjeux géostratégiques, etc., c'est pas très grave si on le gardait 10 ans. Le problème, c'est que vous et moi, on veut le dernier smartphone, etc. C'est ça le véritable problème. Ça se pose moins pour les gros appareils, les frigos, les lave-linges, etc. On sait que l'impact, c'est vraiment pendant la phase d'usage. Alors que pour tout ce qu'on appelle dans notre jargon les produits bruns, c'est-à-dire la hi-fi, tout ça, c'est la production qui est un problème à cause justement de ces ressources. Donc la première chose à faire, ce serait d'arrêter d'en changer aussi rapidement. On en a plein les tiroirs, hein, surtout quand on a beaucoup d'enfants, etc. Il y en a un petit peu qui traînent un peu partout. Il faut lutter contre les phénomènes de mode. Voilà. Électricité, on passe à autre chose, on passe à d'autres énergies fossiles. J'habite en ville. Ouais. Eau et gaz à tous les étages, ou ça gaz à tous les étages, je ne sais pas comment on peut dire, parce que j'ai pas le choix. Si je reçois le gaz, ou je reçois comment je peux faire en tant que citoyen? Ça représente quoi d'abord? Il faut regarder quelles sont les consommations. Vous avez les consommations dont on a parlé. Il y a les transports, donc ça c'est les produits pétroliers, donc il faut qu'on parle des transports en ville. C'est un poste fondamental. Quand on pense à l'évolution d'une ville comme Paris, si on veut respecter les histoires de climat, ce qui va le plus évoluer, à mon avis, c'est les transports. Parce que les bâtiments, souvent, ils datent d'un siècle ou plus et qu'on ne va pas démolir Paris sous prétexte... Alors que les transports, on peut les changer. On peut les changer. Donc ça, c'est très important par rapport aux produits pétroliers. Et évidemment, alors là, les solutions sont connues, simplement, leur mise en œuvre se heurte à des lobbies, des habitudes, etc. Mais c'est d'une part, ne pas prendre la voiture pour faire 500 mètres, donc dans la plupart des ça c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Est-ce qu'il ne faut pas déjà réussir à avoir beaucoup plus de véhicules électriques en ville? Alors, ça dépend avec quoi vous produisez l'électricité. Hein, oui, on est bien d'accord. Voilà, donc on revient actuellement, ce sont des voitures nucléaires. Donc on laisse tomber pour le moment. D'accord. Et donc les zones piétonnières, les zones... Enfin, il faut dire, la circulation à vélo à Paris, quand même, il faut vraiment être courageux. Et ça, c'est un problème monstrueux de faire des voies cyclables à Paris. Et pourtant, il y en a de plus en plus de cyclistes. Oui, mais il y a de plus en plus de cyclistes. Et il y a de plus en plus d'accidents. À double sens, enfin, les voitures dans un sens, les vélos dans l'autre, sur une largeur d'1 mètre. Donc, zone piétonnière, c'est que j'étais à Bordeaux, et tout le centre est piétonnier. Je veux dire, à Paris, on pourrait avoir un centre piétonnier. Non. Ça dépend de la mairie, du conseil régional. Donc enlever les voitures, vous êtes pour ceux qui sont favorables à enlever la voiture de la ville? Ah oui. D'accord. Piétonnier, vélo, transport en commun, ça a fait des progrès, mais on peut continuer. Les bus en site propre. Ouais. Si vous avez des bus à gaz, ou même c'est déjà beaucoup mieux. Donc, des normes, le paquet sur les transports. Et alors ça, on est gâté dans Paris même, et après il faut regarder tout le... Voilà, il y a la banlieue ensuite, et c'est pas toujours facile d'accès, ou alors les trains ne marchent pas, ou alors les trains sont en retard. À mettre de l'argent, c'est là-dessus. Voilà. C'est justement là-dessus, c'est pour la banlieue où il faut vraiment améliorer toute l'interconnectivité, mettre plus de bus, parce que évidemment les gens vont continuer à prendre leur voiture s'ils doivent attendre une demi-heure un bus qui passe en plus à 20 minutes de chez eux, c'est pas possible. Donc c'est toute une réorganisation. Oui. Il faut mailler le terrain. C'est le plus important et probablement le plus difficile. Et pourquoi ça coince comme ça au niveau des transports? On a l'impression qu'il y a toujours, alors je parle de la région parisienne, mais on peut parler d'autres villes, les transports en commun, on a l'impression que ça coince, ça marche mal. C'est très différent d'une ville à l'autre, ce qui prouve à quel point ça dépend beaucoup de la municipalité aussi. Je vois à Bordeaux, ils ont
ils ont 3 lignes je dis Bordeaux parce que j'y étais Oui. la semaine dernière. Ils ont 3 lignes de tram. Grenoble, pratiquement, c'est très, très équipé. Il y a d'autres villes où c'est squelettique. Donc ça dépend aussi beaucoup de la politique de la ville. Mais c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet par rapport à la question climatique. C'est clair. D'accord, le transport. Donc, le transport. Deuxième poste. Les 2 autres postes, c'est l'électricité, on en a parlé. Oui. Et l'autre poste, c'est la chaleur. Oui. Bon, mais la chaleur, c'est d'une part, et là ça peut être un effort de chacun, c'est pas de bien dimensionner son chauffage à ses besoins, et donc 19 ou 20 degrés, c'est largement suffisant. Mais ça fait des années qu'on le dit, ça. On le disait déjà au moment du choc pétrolier en 1974. Oui. Maintenant, C'est pas passé dans la C'est aux conscience. médias à faire passer le D'accord, message. on fait passer, rester à 19 ou 20 degrés avec un petit pull. En plus, c'est meilleur pour la santé. J'allais dire avec un feu de cheminée, non, je vais rien dire. Donc, avec un petit pull, mais voilà, c'est des choses. 1 degré, c'est considérable ce que ça représente comme gain d'énergie, entre 20 et 21. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et après, l'amélioration des bâtiments, du point de vue isolation, circulation de l'air, etc. Donc, si vous voulez, toutes ces techniques, on sait tout à fait ce qu'il faut faire. Simplement, et après, c'est volonté politique, les moyens financiers. Il vaut mieux mettre les moyens financiers sur ces questions de transport, par exemple, que de construire le énième réacteur nucléaire dont on sait très bien qu'il posera des tas de problèmes. Donc il y a des choix politiques qui sont l'orientation des moyens aussi. D'accord. Sur le transport, justement, on a une petite question de Barbara dans le public. Barbara, ouais. Alors, j'ai entendu plusieurs fois que dans certaines villes, une augmentation des transports en commun n'engendrait pas forcément une augmentation des utilisateurs de transports en commun, et que souvent, malgré qu'il y ait beaucoup de transports à côté, ils continuent à prendre leur voiture. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter plus les gens à prendre ces fameux transports en commun? C'est-à-dire qu'il y aura un effet plafond, c'est pas parce qu'on développe de plus en plus ces transports en commun que tout le monde y va au bout d'un moment. Mais il y a plusieurs méthodes. La première, c'est l'interdiction L'interdiction de quoi? des voitures dans un certain périmètre. Ah oui, oui. Quand vous faites une zone piétonnière, les voitures ne peuvent pas y aller, et puis point final. Bon, ça, c'est une méthode qui est très efficace. Hein. Quand Paris a tenté l'expérience d'une journée sans voiture, je pense qu'il y a eu une réduction d'émissions de CO2 de 40%. Oui, donc c'est ce efficace. jour-là, je crois que c'est le résultat. Si vous ne faites plus de la circulation, c'est formidable. Donc, on peut limiter déjà. La deuxième, c'est d'avoir une offre de transport en commun correcte. C'est ce que vous nous avez dit, oui. On l'a dit, mais c'est vrai que la plupart des gens, ils prennent leur voiture. Et troisièmement, de multiplier des choses comme le covoiturage. C'est-à-dire le fait qu'une voiture, au lieu d'avoir une seule personne, elle transporte 2 ou 3 personnes. À Berkeley, par exemple, aux États-Unis, parce que la Californie a fait beaucoup de choses sur les économies d'énergie, paradoxalement, parce que c'est un pays très riche et qu'on croit très gaspilleur, pas du tout. Ouais. Et en particulier, ils avaient, pour la traversée, pour aller de San Francisco à Berkeley, il y a un pont. Ben, le pont, c'est un pont à péage. S'il y avait 3 personnes par voiture, ils ne payaient pas. S'il y avait moins, ils payaient. D'accord. Bon, c'est incitatif. Donc il y a un certain nombre d'incitations qui sont plus ou moins acceptables ou non. Mais si vous avez des systèmes de remplacement qui sont corrects, les gens sont contents. Et si vous n'avez aucun truc de remplacement, ils gueulent et ils ont raison. Quoi. Mais il y a aussi l'autopartage. C'est-à-dire, racontez-nous. L'autopartage, là, on partage la voiture. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas de voiture, vous non plus, lui non plus, mais on a quand même de temps en temps besoin d'une voiture. Donc, on est dans une entreprise et on peut dire j'aurai besoin d'une voiture de telle heure à telle heure, et elle est réservée. Elle a un parking réservé, donc plus de problème pour se garer. C'est plus vous qui vous occupez de l'assurance. Donc, c'est vraiment un service qui est très, très incitatif. Ça se développe, ça existe? Ah oui, ça se développe très, très bien. À Berlin, en Suisse. En France, il y a eu plusieurs initiatives. Alors, il y en a une qui s'appelait Caisse commune à Paris, je ne sais pas où. Qui s'appelait, pardon? Caisse commune. Caisse commune, bon d'accord, je peux les trouver si j'ai envie de faire ça. Je pense qu'ils existent toujours là, mais je pense que ça existe absolument parce que, surtout pour les Parisiens ou les villes où il n'y a pas énormément besoin d'une voiture chaque jour, vous partagez la voiture, non pas le trajet. Partager le trajet, c'est le covoiturage, et partager la voiture, c'est l'autopartage. D'accord, on a aussi la solution à Paris des voitures électriques qu'on peut avoir à disposition aussi. Oui. D'accord. Alors, ça ne diminue pas tellement le nombre de voitures. Non. Et puis, il y a la question d'où vient l'électricité, et puis il y a la question du coût. Pour le moment, c'est quand même
une voiture électrique est quand même chère. Très cher. Et peu d'autonomie. Oui, alors apparemment les autonomies augmentent, Mhm. mais moi je pense que c'est aussi la question de ces voitures partout, c'est pas possible. Enfin, vous avez une rue dont le trottoir est inférieur à 1 mètre, après vous avez 1,50 m pour la première, les voitures qui s'arrêtent sur le premier trottoir, après vous avez une voie de 4 mètres où il y a une voie vélo à contresens des voitures, puis vous avez un autre parking de voitures et puis après le trottoir. Bon, Ouais. Mais c'est pas de la faute des automobilistes, c'est Non, parce qu'on c'est leur pas donne la pas, faute des automobilistes, on leur c'est donne tout pas ce la qu'on a- possibilité. C'est parce que vous habitez qu'on a peut-être dit. dans le centre de Paris, mais les gens qui viennent de l'extérieur, c'est compliqué pour eux. Non, mais Oui, mais on ne donc pourra pas résoudre le problème énergétique si toutes les voitures deviennent électriques. De toute façon, Non, la bien solution sûr. ne peut pas être que Il faudra technologique. produire de toute façon. Voilà. Donc il faut limiter le nombre de voitures. Il faut changer l'organisation. Oui. Ouais. Anaïs. On a abordé rapidement la question de l'habitat et à ce sujet-là, on a une question dans le public d'Amélie. Amélie. Oui, alors on sait qu'aujourd'hui, un des problèmes des villes, c'est l'étalement urbain, qui implique notamment le fait de prendre sa voiture pour venir travailler en ville. Mais est-ce que le développement des écoquartiers, aujourd'hui en périphérie, pourrait être une alternative ou du moins avoir une influence sur l'utilisation des énergies en ville ? Le développement des écoquartiers, à condition d'avoir le travail à côté de son c'est ça. C'est ça, en principe. métier, de sa maison. Mais les écoquartiers, les nouveaux écoquartiers, en principe, sont faits de telle manière à ce qu'il y ait un mix d'activités. Et ce ne soit pas que des habitations ou que des bureaux, et qu'il y ait donc un mix avec tout, des commerces, des services, des bureaux et des habitations. C'est le cas. Enfin, moi, j'étais hier à l'écoquartier de Saint-Ouen, où les bâtiments sont construits avec des normes qui sont très exigeantes pour l'isolation. Il y a sur place des transports en commun qui vont arriver. Il y a exactement ce maillage-là dont on parle et une densité qui est quand même intéressante parce qu'il y a 9 étages. Donc, ce qu'on ne peut peut-être pas faire à Paris, on peut le faire dans les nouveaux écoquartiers qui se montent. D'accord. Alors, on a parlé de l'électricité, on a parlé des transports, important, on a parlé aussi des chauffages, voilà, du bâtiment. Est-ce qu'on a oublié des choses importantes sur la ville ? Allez-y. Quand même, le maire a quand même des compétences et il peut organiser ses budgets de façon à toujours favoriser les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et quand un maire décide de faire un écoquartier, il faut absolument que son équipe fixe des critères très exigeants pour l'isolation des bâtiments. Il faut que son équipe organise les transports en commun. Enfin, tout ce qu'on vient de dire là, ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce qu'il y a quelqu'un ou une équipe qui porte un projet et qui le défend mordicus sur le terrain. D'accord, donc il faut une véritable volonté politique, mais elle existe quand même de plus en plus peut-être, non ? Sans doute de plus en plus, mais après, à l'épreuve des faits, Non, à l'épreuve des faits, c'est faible, C'est faible pour vous ? comparé à d'autres pays. Ok, on va parler des autres pays parce que moi il y a une question qui m'intéresse. Mais je pense sur la France, Allez-y. un mot. Non, il y a des mairies qui font des choses. J'ai déjà cité une ou deux sur la question des transports, mais aussi sur les bâtiments. Et puis, on avait parlé de la commune de l'île Saint-Denis. Oui, on en parle beaucoup. La petite île. Bon, le maire, Michel Bourgain, depuis 10 ans, a fait des économies d'électricité sur toutes les consommations de sa mairie. Et ça serait intéressant. Super, on l'avait invité, mais il n'était pas disponible aujourd'hui pour venir parce qu'il fait des... 20% de sa consommation d'électricité dans une mairie qui est quelconque. Enfin, c'est une mairie comme les autres. Ouais, il a C'est même réussi plutôt fort. 20% Oui, d'économie. sur 10 ans. Alors, Sur 10 ans, parce que c'est beaucoup. à cause des sous. Mais en mettant un peu plus de moyens, on peut aller moins vite. Mais économiser 15 à 20% d'électricité, c'est très facile, simplement. Il faut la possibilité d'avoir un programme suivi. Donc Sophie a raison, c'est vraiment l'équipe municipale qui est responsable des transports, de tout ce qui est public. Déjà, toutes les mairies, les bâtiments publics, les écoles, etc. Donc là-bas, elle est dans le camp Les régions, c'est des lycées. municipalités. Les régions, c'est les lycées. Ouais. Et une région, on peut dire, je fais un programme lycée, réduction de consommation et éventuellement alimentation renouvelable. Et d'informer D'accord. Et d'informer les citoyens, bien sûr. Je voudrais qu'on avance un peu. Il y a une question qu'on se pose parce qu'on est dépendant des fournisseurs d'énergie aussi. Est-ce que les citoyens ne pourraient pas se réapproprier un peu les sources d'énergie ou du moins les réseaux ? Vous travaillez, vous faites partie des amis d'Enercop et vous avez créé aussi, vous êtes un des fondateurs du mouvement ou de l'association Énergie Partagée. Oui. C'est quoi ? L'énergie partagée, c'est un mouvement qui comprend d'une part une association, ce sont les projets
pour le moment d'énergie renouvelable, mais ça pourrait être aussi économie d'énergie, mais c'est essentiellement énergie renouvelable. Ça peut être la méthanisation, l'éolien et le photovoltaïque, mettons. Et il y a déjà des projets, et c'est une association de tous ces projets existants ou à venir, où des citoyens se groupent, comme en Allemagne, mettent de l'argent, et Énergie Partagée peut leur apporter des conseils, des formations, ne serait-ce que les conseils juridiques, quel type de société il faut monter, etc. Et a créé aussi un fonds, qui a créé un outil financier, c'est-à-dire que les gens peuvent prendre des actions, et avec cet outil financier, on soutient ces projets financièrement. Donc c'est assez astucieux. Et ça permet, alors ce n'est pas des dons, c'est-à-dire vous prenez des actions dans des projets, et vous soutenez un projet, de photovoltaïque à tel endroit, d'éolien à tel autre endroit, ou de méthanisation. Je soutiens un projet, mais je peux en bénéficier aussi directement, c'est-à-dire que je suis avec un groupe, par exemple, j'habite dans un quartier, et je peux monter un projet. En milieu rural, c'est plus facile en milieu rural qu'à Paris. Bon. Donc à Paris, vous pouvez prendre des actions, et puis vous verrez qu'avec ces actions, ou soutenir un projet, mais qui se trouve n'importe où, en Ile-de-France ou ailleurs. Mais les projets qui se montent, c'est souvent dans des territoires assez ruraux, dans lesquels un nombre de villages ou de villageois ou d'habitants se groupent. L'exemple le plus connu, parce qu'il a déjà démarré, c'est un parc de 5 éoliennes, c'est-à-dire un investissement de 10 millions d'euros quand même, et qui a été financé au départ par 900 ménages qui ont réuni 2 millions d'euros. Et après, Énergie Partagée a donné une partie, et après, ils font des emprunts. C'est où? Ça se passe où? C'est en Bretagne. En Bretagne, des particuliers qui ont financé 5 éoliennes. Et chacun, au départ. Et chacun peut en bénéficier de cette énergie? Forcément. Enfin, dans ce groupe ce courant est mis sur le réseau, mais les électrons nourrissent d'abord les gens qui sont autour. Donc ils sont propriétaires de leurs éoliennes, et en plus, ils peuvent faire... Alors en plus, avec les bénéfices, ils ont décidé, puisque c'est un groupe qui est très uni, si on peut dire, d'embaucher quelqu'un pour faire les économies d'électricité sur le même territoire. D'accord, c'est un petit peu le schéma idéal. Voilà. D'accord. En Allemagne, 51% de l'énergie renouvelable provient en fait de projets collectifs, comme ça. La moitié des projets éoliens sont financés par les gens. Le même système que j'ai dit pour la Bretagne, mais c'est 51%. Ils sont propriétaires. D'accord, donc les citoyens ont un véritable rôle à jouer aujourd'hui dans ce domaine-là. Et en France, dans le cadre légal, ça pourrait se passer comme en Allemagne, où les conditions sont différentes? Non, actuellement, ça s'est amélioré. Avec la loi sur la transition énergétique, c'est mieux, c'est plus facile qu'avant. Cela dit, les formalités administratives pour faire de l'éolien, que vous soyez citoyen ou autre, sont beaucoup plus longues et lourdes qu'en Allemagne. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives citoyennes? C'est superbe de pouvoir se les réapproprier, puisque c'est de l'énergie qu'on consomme et qu'on paye, au moins qu'on choisisse d'où elles viennent. Et vous aidez un petit peu à connaître ces projets aussi? Alors on est aussi en lien avec Enercop, qui est un fournisseur d'électricité 100% ça fonctionne renouvelable. comment, Enercop? Alors monsieur Enercop. Petit mode d'emploi rapide. Bon, Enercop, c'est une compagnie d'électricité, fournisseur d'électricité, comme EDF. Ouais. Bon. Moins puissant, certes. Et donc, ils achètent de l'électricité d'origine renouvelable, c'est-à-dire en particulier de l'hydraulique, mais ils peuvent acheter de l'éolien ou du photovoltaïque. Ils l'achètent à EDF? Non, ils l'achètent à un producteur. D'accord. Ça peut être des producteurs citoyens, ça peut être des producteurs en Suisse, ça peut être des producteurs en Midi-Pyrénées, ça peut être... Bon, c'est des producteurs qui leur vendent des kilowattheures. Et Enercop revend ces kilowattheures à ses clients. Et donc, comme ces kilowattheures sont certifiés énergie renouvelable, les clients savent que l'électricité qu'ils consomment, qui est l'électricité courante sur le réseau, donc elle n'a pas d'odeur, si je puis dire, mais la quantité consommée est égale à la quantité achetée. Donc Enercop est un fournisseur, c'est-à-dire achète et vend. Alors EDF, par exemple, est aussi fournisseur, c'est-à-dire il est producteur avec des centrales nucléaires et fournisseur, c'est-à-dire lui aussi peut acheter. Et avec Enercop, c'est moins cher, ou on est sûr au moins que la provenance est... C'est surtout qu'on est sûr de la provenance. Pour le moment, c'est encore un peu plus cher. Énergie verte.
en particulier parce que, il vaut mieux dire renouvelable. Renouvelable. On essaie de faire passer le nucléaire pour D'accord. le vert. Bon. Et donc, alors c'est un système qui a été très développé en Belgique, par exemple, où il y a le frère aîné d'Enercop, mais qui est beaucoup plus répandu et beaucoup plus important. En France, de façon générale, les concurrents d'EDF sont pas très puissants, et Enercop a déjà 25 000 clients. Bon, D'accord, malgré tout, ça reste un petit peu plus cher, donc ça ne va pas aider les gens à y aller peut-être. Alors, Dommage. en plus, ils font des efforts pour aider les gens à économiser l'électricité de façon à ce que la facture ne soit Au pas final, plus, soit pas plus importante, soit pas plus grosse. Mais en tout cas, c'est une bonne façon de soutenir les énergies renouvelables. Donc on rappelle Enercop et énergie partagée qu'on trouve facilement en tapant sur un moteur de recherche. Voilà. Une question? On a une petite question Une de dernière Clément question. dans le On arrive public. au terme. Bon, une petite question de Clément alors là dans le public. Et du coup, par rapport à ce qui se passe en Allemagne et à la comparaison avec ce qu'on pourrait faire en France, parce qu'on compare toujours le modèle allemand, et je trouve ça va très très bien, les modèles de production citoyenne d'énergie, mais à quel moment est-ce qu'on va pas venir voir entrer en conflit finalement la production industrielle de l'énergie qui chercherait à, dans un marché complètement libéralisé de l'énergie, à saper par le dessous ces initiatives citoyennes en faisant baisser les prix et donc en rachetant les moyens de production citoyens et donc de nouveau regérant les prix à leur façon. C'est une bonne question, Est-ce ça. qu'on n'arriverait pas finalement à ce terme-là tant que le point de rupture absolu n'est pas franchi, où ce marché industriel de l'énergie reprendrait le contrôle sur les initiatives Le pot de terre citoyennes. contre le pot de fer. C'est ça. Oui. Non, Enfin, vous y non. croyez? Non, mais Vous c'est- ne pensez pas qu'il y aurait une Non, mais hypothèse? si, c'est actuellement le cas. C'est un combat. L'énergie en général est dominée par les grands groupes et l'électricité, n'en parlons pas, elle est dominée par EDF. Donc l'intérêt des initiatives citoyennes, si ça se limite, comme pratiquement actuellement, au fait que du fait qu'il y a un tarif d'achat qui permet cette électricité qui est produite par ces projets citoyens est vendue sur le réseau. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle échappe d'une certaine façon au territoire, mais de plus en plus, on peut très bien imaginer qu'une combinaison d'une production d'électricité ou même de chaleur, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la chaleur, mais les réseaux de chaleur, par exemple, ça peut être monté suivant le même système. Et donc, on peut très bien, que sur un territoire, il y a une combinaison entre la consommation, sur laquelle je réduis, etc., et la production. Et que donc, sans être totalement autonome, parce qu'il ne faut pas non plus aller dans cette espèce d'idée d'autonomie totale, mais dans lequel il y a une maîtrise à la fois de la consommation et de la production par les citoyens, avec des échanges avec les autres, mais du coup vous échappez au risque qui est très présent de la mainmise par les grands groupes. entreprises. D'accord, très bien. On va conclure, et pour conclure, la question traditionnelle, qui appelle peut-être une longue réponse. Non, je vais vous demander d'être bref. Qu'est-ce que vous attendez de la COP 21 ? Sophie. J'attends que ça continue après le 1er janvier. Oui. J'attends que les gens qui, j'espère, seront un peu plus sensibilisés, passent à l'action à leur petit niveau. Ce sera déjà pas mal si ça continue après le 1er janvier. Bernard Laponche, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous y croyez? La limite des 2 degrés qu'on fixe pour la fin du siècle. Oui, enfin, écoutez, l'histoire des 2 degrés, c'est très bien. Moi, je suis prêt à signer 20 fois que je m'engage pour les 2 degrés. Ce qui est important, c'est ce qui se met en œuvre. Et en ce sens, la COP 21, du point de vue méthode de mise en œuvre, est meilleure que les précédentes. C'est-à-dire que la méthode qui est adoptée, on aurait dû l'adopter il y a 20 ans. Donc, en ce sens, c'est un progrès. Maintenant, Sophie a raison, la COP 21 n'est que la 21e, et l'année prochaine, il y a une COP 22. Donc ce qui est très important, c'est qu'on mette en place un mécanisme qui permette de suivre ce que font les États, de regarder si leurs engagements sont respectés ou non. Et en ce sens, à nouveau, les médias et les citoyens sont importants. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que le 31 décembre, on dise la COP 21 a été un échec et que donc ça retombe jusqu'à la COP 22. Donc l'important, c'est que d'une part, la pression sur les politiques se maintienne et qu'on leur dise, écoutez, monsieur, vous avez dit, la France est quand même très nette, il y a une loi qui dit qu'on va diviser par 2 la consommation d'énergie d'ici 2050 et moins 20% d'ici 2030. 2030, c'est demain.
15 ans, c'est court. Donc, est-ce que vous mettez en place ce qu'il faut pour réduire de 20% à l'horizon 2030 et etc., etc. Donc, on a des éléments entre les résultats de la COP21 et surtout ce qui s'est passé entre la Chine et les États-Unis, qui pour la première fois prennent vraiment des engagements. Donc, il faut voir s'ils les suivent. Et la France, il faut voir si elle suit ce qu'elle a dit dans sa loi, la réduction de la consommation et la montée à 30% des énergies renouvelables, là aussi sur 15 ans, et 40% sur l'électricité. Donc il faut connaître ces chiffres. D'accord. Et puis les bassiner et tous les jours. Pas dire tous les jours. Mais les déclarations ou les déclarations d'intention ne manquent pas. Même Obama a dit là il y a quelques jours, faut y aller, c'est le moment d'y aller. Non, Pourquoi les pays freinent des pieds comme ça, c'est la négociation? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pour les raisons qu'on a dit précédemment sur l'emprise sur les États des grandes entreprises. C'est ça. Si vous avez un État qui est très riche de charbon et qu'on lui dit écoutez le charbon c'est terminé, si vous avez tous les pays du Golfe qui sont très riches en pétrole à qui on dit vous savez le pétrole c'est pas bien, si vous avez le nucléaire et qu'on dit le nucléaire vous savez c'est peut-être pas de CO2 mais c'est pourri parce qu'il y a des déchets. Alors les politiques nous tiennent un double langage, pourquoi ils ne nous disent pas qu'ils ont des difficultés justement à cause de ça? Les politiques tiennent un double langage, c'est une définition de l'art politique dans toute sa simplicité. Ce sera votre conclusion? Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté toutes vos informations. Merci au public, merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Café Science. À bientôt. Ciao.